Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour ce principal rendez-vous de l'information dont elles sont les faits saillants. Et la République de Djibouti a condamné avec fermeté l'attentat de Kismayo en Somalie. La réunion de la dernière séance publique clôturant la première session ordinaire s'est tenue ce matin à l'Assemblée nationale. Et défilé du 14 juillet sous les signes de la coopération militaire européenne. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par ce communiqué émanant de la présidence dans lequel Djibouti condamne avec force l'attentat dirigé contre d'innocents civils à Kismayo en Somalie. La République de Djibouti dénonce ce nouvel acte de violence extrême dirigé contre d'innocents civils et d'avis qu'il ne soit pas de nature à remettre en cause le processus de stabilisation et de rétablissement de sécurité largement entériné en Somalie sous la houlette du gouvernement légal et de la communauté internationale. Le gouvernement djiboutien réitère son soutien plein et entier à la nation somalienne dans sa quête légitime à s'extraire des joues du diktat des groupuscules extrémistes. Il demande que ces condoléances attristées soient donc vœux de prompt rétablissement soient respectivement étendues aux familles des victimes et aux blessés de l'attentat de Kismayo. Djibouti met par ailleurs profit ce communiqué pour exhorter la communauté internationale à accentuer son engagement et soutien en faveur du rétablissement de la paix et de la sécurité en Somalie, préalable indispensable au retour de toute viabilité pérenne dans ce pays. Par ailleurs, l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement, a par la voie de communiqué condamné l'attentat de Kismayo. Fin de citation. En Somalie, justement, le complexe hôtelier du sud de la Somalie a été transformé en champ de bataille, puis en champ de ruines. L'attaque perpétrée vendredi par des terroristes islamistes s'est au final soldée par la mort d'au moins 26 personnes. Le Médina, un hôtel fréquenté par beaucoup d'étrangers dans le centre de Kismayo, a été attaqué à coups de voitures piégées et de grenades. Des hommes armés y ont affronté des forces de sécurité et la police pendant une douzaine d'heures afin enfin ils soient éliminés. Présents à l'hôtel, beaucoup d'hommes d'affaires et d'hommes politiques qui étaient en ville pour la préparation de l'élection du président de la région en août prochain. Parmi les victimes, une journaliste à la double nationalité, une Canadienne et somalienne, Hodan Nalaye, qui militait pour la paix et l'unité dans son pays. Sa mort a beaucoup choqué la diaspora somalienne. Nous restons en Somalie où la préfecture de la ville de Beledweyne a abrité ce matin la grande cérémonie de passation de pouvoir au poste de gouverneur de la ville de Beledweyne, une cérémonie tant attendue par les habitants de la ville. Cette cérémonie hautement symbolique a été présidée par le président fédéral de la région de Hir Shebele, M. Mohamed Abdi, le président du Parlement, des députés fédéraux, des membres du gouvernement ainsi que des hauts responsables venus de loin pour assister à cette cérémonie de passation. Outre les officiels du gouvernement somalien, cette cérémonie a aussi vu la participation des invités de marque djiboutiens, à savoir le commandant du secteur 4 des forces de l'unité africaine de l'AMISOM, le colonel-major Mohamed Ibrahim Moussa, le commandant du bataillon Hill 5, le colonel Abdurrahman Rayale Haret, le détaché à la défense de l'ambassade de Djibouti à Mogadiscio, le colonel Ousmane Doubad, ainsi que plusieurs officiers et sous-officiers djiboutiens membres des forces de l'AMISOM. La cérémonie de passation a débuté par des chants patriotiques interprétés par des artistes de la ville de Beledweyne qui ont éveillé les sensations du grand public et qui s'est rassemblé en masse pour participer à cette cérémonie tant attendue. Et au cours de cette cérémonie, le détaché à la défense djiboutienne de l'ambassade de Djibouti à Mogadiscio, le colonel Ousmane Doubad, a tenu un discours où il a pointé du doigt son entière satisfaction de cette passation. Enfin, la cérémonie s'est clôturée avec la passation au pouvoir sous les applaudissements de l'ensemble des participants.
Retour à Djibouti, c'était dans les titres sous le patronage du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, et conformément à l'article 52 de la Constitution, la séance publique clôturant la première session extraordinaire 2019 a eu lieu ce matin à l'Assemblée nationale. Eh bien, cette séance a vu la participation du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed et chef de gouvernement par l'intérim de l'ensemble des parlementaires. Elle avait pour ordre du jour l'examen de 7 projets de loi, à savoir le projet de loi numéro 19 de l'année 2018, 8e législature, portant approbation des comptes financiers de Djibouti Telecom pour l'exercice de l'année 2014, 2015 et 2016. Le projet de loi numéro 55 de l'année 2019, 8e législature, portant sur le régime juridique des entreprises publiques. Autre projet de loi, le projet de loi numéro 56 de l'année 2019, 8e législature, portant régime juridique des établissements publics et administratifs. Le projet de loi numéro 57 de l'année 2019, 8e législature, portant ratification de l'accord de financement pour le projet de construction du câble sous-marin de télécommunications à Djibouti Dar 1. Et enfin, le projet de loi numéro 58 de l'année 2019, 8e législature, portant ratification de l'accord de financement pour le projet de renforcement du système de santé axé sur la maternelle, néonatale et infantile. Et avant l'adoption des projets de loi à l'ordre du jour ce matin, lors de la dernière séance publique, des échanges et débats intenses se sont déroulés entre les parlementaires et les membres du gouvernement. Certains parlementaires ont soulevé des inquiétudes sur la fermeture des réseaux ruraux dans les régions, ainsi que sur le projet de santé de la mère et de l'enfant et sur le statut des sociétés à caractère public. Regardez. Volet important concernant la planification familiale. Parce que sans ces volets-là, nous savons très bien que nous n'atteindrons jamais les objectifs du millénaire. La téléphonie rurale ou la CDMA a été un précieux allié dont l'arrêt aujourd'hui doit être cessé et doit être rétabli au nord dans la région d'Obok et de la région de Tadjoura. Ceci est indispensable pour la population rurale du nord qui, à maintes reprises, nous est rappelé lors des contacts de proximité avec nous autres parlementaires. Comment peut-elle déléguer une partie de ses pouvoirs? Aussi, il convient de préciser clairement la nature exacte des pouvoirs que le conseil d'administration pourrait déléguer au directeur général. Ce projet est un projet vraiment important pour nous. C'est un projet qui est censé de renforcer le système de santé, surtout dans le domaine de la maternité néonatale et infantile, comme l'a souligné Madame Safia. La question posée par l'honorable député Ali Ahmed, c'était à quand la reprise du CDMA. La reprise du CDMA est prévue, Inch'Allah, très prochainement, d'ici la rentrée. Et pour sa part, le Premier ministre et chef de gouvernement par intérim, Abdelkader Kamil, il est monté au créneau pour apporter des précisions concernant les statuts et prérogatives des sociétés publiques. Regardez. Une fois qu'elle établit la politique des entreprises publiques, c'est au directeur général de l'appliquer. Il ne peut pas prendre d'autres décisions ou d'autres choses qu'est-ce qui n'a pas été décidé par le Conseil. Il ne peut pas décider de lui-même d'orienter ou de changer l'orientation de l'établissement public sans l'aval du Conseil. L'implication financière dont vous parlez des bailleurs de fonds, ce n'est pas vrai. Les conseils, la finance publique ne viendront pas, comment dirais-je, assister dans les conseils d'administration. Les bailleurs de fonds en général, qu'est-ce qu'ils font? Quand vous demandez chez eux un emprunt ou même une subvention, ils ont déjà leurs propres conditions pour l'octroi de ces subventions ou bien de ces prêts. Vous, ayant pris connaissance des conditions que vous vous engagez à
vouloir emprunter ou à vouloir essayer d'avoir un don des institutions financières. Mais ayant connaissance, c'est-à-dire que vous n'allez pas comme ça directement demander un truc, on vous donne des conditions, on dit je ne suis pas d'accord, non. Il faut que vous ayez d'abord les conditions avant. Et les bailleurs de fonds multinational ou national d'un pays, c'est comme ça, ils ont leurs propres conditions d'octroi de prêts ou de subventions. C'est à toi de décider si tu vas emprunter ou tu dis non, ça c'est contre la sécurité nationale, ça c'est contre l'intérêt national. C'est à vous de décider de ne pas emprunter ou de ne pas faire quoi que ce soit. C'est à vous de décider, ce n'est pas à l'institution financière. Ça, il faut que ce soit bien clair. Pour la représentation au sein du conseil d'administration, des représentants des travailleurs, je suis d'accord, mais il faut que ce soit quelqu'un qui a la compétence nécessaire de la gestion de l'entreprise où il sera, disons, administrateur. C'est cela le problème. On ne veut plus, je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas les ministres qui doivent décider de mettre en place un représentant. Ils peuvent décider, mais il faut qu'ils amènent une personne qui a les compétences nécessaires comme administrateur. Le syndicat aussi doit faire la même chose à condition. Si vous me dites, bon, vous allez, comme vous le faisiez auparavant, vous désignez M. X, M. Y, qui n'a aucune compétence dans le domaine, et qui va uniquement parler des avantages des travailleurs, ainsi de suite, ça, c'est pas intéressant. Il faut que vous ayez une chose, il faut que vous sachiez que d'abord, comment va marcher cette entreprise publique? Quel est son rôle dans l'économie du pays? Est-ce que l'augmentation des salaires ou des avantages en nature pourra-t-elle aller avec la gestion courante de l'entreprise? Est-ce que ceci ne mettra pas en difficulté l'entreprise? C'est cela qu'il faut éviter. C'est la raison pour laquelle, si vous mettez un représentant des travailleurs, il faut que ce représentant, pour qu'il soit membre, il faut qu'il ait les compétences nécessaires d'une gestion de l'entreprise publique, et comme ça, il n'y aura pas de problème. Et dans son allocution, le président de l'Assemblée nationale a souligné la particularité de cette réunion qui clôture la première session extraordinaire de l'année 2019. Notons également que le président Ahmed a tenu à féliciter ses collègues pour le travail accompli durant la 5e séance de la première session ordinaire de la 8e législature. Nous voici au terme de cette session si importante pour notre pays et ses citoyens en raison de nombreuses lois que nous avons votées au nom de nos mandants. Nous nous devons de remercier le Tout-Puissant pour la sérénité qui a caractérisé son déroulement. Permettez-moi d'adresser à chacun d'entre vous mes sincères félicitations pour le travail accompli durant la première session ordinaire de la 8e législature. Je vous encourage à poursuivre sur cette voie et à redoubler d'efforts pour concrétiser les objectifs et les prévisions que nous nous sommes fixés communément. Conformément à notre engagement, devenu maintenant une tradition essentielle de notre institution, la prochaine rentrée parlementaire démarrera, Inch'Allah, avec l'aide des Tout-Puissants, avec une caravane parlementaire qui sillonnera tout le territoire national afin de s'enquérir de la situation de nos concitoyens vivant dans les localités éloignées en premier lieu. Le thème retenu pour la caravane parlementaire de cette année est la protection et la promotion des droits humains. Les droits de l'homme constituent la base du développement durable et notre pays fait partie de ceux qui partagent et défendent ces valeurs universelles. Cet exercice, bien que laborieux, est indispensable pour matérialiser nos impératifs à l'égard de la population que nous représentons dignement. Et notre objectif premier est de sensibiliser continuellement nos populations sur les notions fondamentales que défendent les instances des Nations Unies à travers la Charte universelle des droits de l'homme. Chers collègues, vous allez prendre congé de l'Assemblée nationale et des lourdes responsabilités qui incombent à chacun de nous durant l'exercice de nos mandats respectifs.
Cette responsabilité nous exhorte à ne jamais rompre nos attaches vis-à-vis de nos compatriotes, et ce, même durant les périodes de dispense. Je ne cesserai jamais de réitérer l'importance de l'approche conviviale entre nous, mais également avec l'ensemble de la population djiboutienne pour instaurer un environnement salutaire. Cette période de vacances parlementaires doit être pour nous tous l'occasion de méditer sur les moyens et les mesures communs pour réformer la vie publique et politique de notre cher pays. Chers collègues, ces derniers mois ont été l'occasion pour chacun d'entre nous d'améliorer nos obligations à travers les différents ateliers que nous avons réalisés avec nos partenaires de toujours pour parfaire nos acquis et nos connaissances. Restons à l'Assemblée où le président de l'Assemblée nationale a reçu ce matin à son cabinet une délégation de haut niveau de l'ONG Al-Rahma International du Koweït dirigée par le chef du secteur africain Turki Al-Hamadi. Donc, cette rencontre de première du genre a été l'occasion de passer en revue les relations fraternelles solides qui unissent nos deux pays, ainsi que la relation fructueuse entre Djibouti et le bureau régional de l'ONG Al-Rahma International à Djibouti. Il convient de noter que le partenariat stratégique entre l'ONG Al-Rahma et le gouvernement a contribué à l'achèvement de nombreux projets de développement majeurs parrainés par le président de la République. Toujours à l'Assemblée où le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a également reçu M. Idi Gado, secrétaire général de l'Union interparlementaire africaine. Ils auront donc paraphé un protocole d'accord relatif à l'organisation en République de Djibouti de la 75e session du comité exécutif de la 42e conférence de l'Union parlementaire africaine. Ce document paraphé est signé au nom de l'Assemblée nationale et de l'Union parlementaire africaine par le biais de son secrétaire général présent ici dans le cadre d'une mission précurseur contient des engagements pris de part et d'autre quant à la réussite de ce grand événement que Djibouti abritera du 24 au 29 novembre prochain. C'est vraiment un grand honneur pour ce pays, pour sa démocratie et un soutien pour ses autorités. Donc, depuis que nous avons foulé le sol djiboutien, nous nous sommes sentis complètement chez nous. On nous a réservé un accueil très chaleureux et vraiment, je voudrais remercier ici le président de l'Assemblée qui n'a ménagé aucun effort pour que, en tout cas, notre séjour soit agréable et utile. Et suivons à présent ensemble le mot du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed. Aujourd'hui, le secrétaire général de l'Union parlementaire africaine pour parapher le protocole d'accord qui consiste à accueillir à Djibouti dans le courant du mois de novembre, 25-29 novembre, la réunion du comité exécutif et la conférence de présidents de l'Union parlementaire africaine qui vont se retrouver à Djibouti dans le cadre de la 75e réunion du comité exécutif et la 42e conférence des présidents du Parlement. Donc, il va se tenir à Djibouti. Et l'Assemblée nationale de Djibouti va accueillir tous les parlements du continent à Djibouti et elle deviendra donc la capitale de l'Afrique. Et je remercie infiniment le secrétaire général de l'UPA qui s'est déplacé en personne pour discuter et pour voir les conditions d'accueil et les conditions de travail que nous pourrons proposer à cette institution. Nous sommes aujourd'hui très fiers d'accueillir une fois de plus le secrétaire général de l'Union parlementaire et je remercie aussi l'équipe de l'UPA qui ont travaillé sur ce dossier pour que Djibouti puisse accueillir cette conférence de haut niveau. Également dans l'actualité, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Ismaël Ibrahim Roblé, a reçu à son cabinet Madame Mutita Chimuka, la représentante du PAM à Djibouti. Lors de cette entrevue, la représentante a présenté ses vives félicitations au ministre pour sa nomination à la tête de ce département. Ensuite, elle a fait un tour d'horizon des différentes activités menées par le PAM, lesquelles
pourra donc collaborer avec le ministère du Travail. De son côté, le ministre a remercié la représentante pour sa disponibilité. Il a également promis de prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer le partenariat entre le PAM et son département ministériel. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a sollicité l'appui en expertise et en financement de l'UNESCO, partenaire important de la mise en œuvre du dispositif de formation entrepreneuriale. Cette visite de Madame Jacqueline Kizato, professeure d'université de Kenya et consultante du programme STEP auprès de l'UNESCO, s'inscrit dans ce processus d'échange et de bilan après 3 mois de formation qui ont débuté au mois de mars 2019 suite à une sélection de 500 candidats, tous issus de la promotion 2016, 2017 et 2017-2018. Ce centre d'incubation de micro-entreprises a pour objectif principal de former, de soutenir les jeunes entrepreneurs pendant une période de 2 ans dans lesquels ils auront l'opportunité de créer et de mettre en œuvre leur propre auto-emploi professionnel dans une perspective coopérative. Suivant à présent un extrait de l'intervention du directeur de ce centre d'incubation. Oui, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Madame Jacqueline Kisoto, professeure à l'université de Kenyatta de Nairobi, qui est également consultante auprès de l'UNESCO dans le cadre du programme STEP pour le développement de leadership. C'est un programme qui est d'actualité, qui est très nouveau et utilisé par 5 pays anglophones, et Djibouti est le seul pays francophone qui participe dans ce cadre de la mise en place de ce programme STEP. Avant de transférer ce programme chez les jeunes entrepreneurs qui sont dans le centre d'incubation des micro-entreprises, nous avons formé un noyau de 15 professeurs du LIC et du lycée de Gabot. C'est un programme qui comprend 12 modules, 12 modules, soit 3 mois de formation. Et aujourd'hui, après ces 3 mois de formation, nous sommes en train de faire une première étude d'évaluation de l'impact de ce programme sur les jeunes. Et il faut dire qu'à 80%, nous avons réussi la mise en place de ce programme STEP. Et sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, le club des jeunes entrepreneurs a organisé la finale de la première édition de Djibouti Entrepreneur Awards au stade Goulet. Eh bien, 14 candidats sélectionnés hier parmi les 76 candidats en lice au départ se sont présentés devant le jury pour choisir le candidat le plus apte qui puisse donc le mieux représenter notre pays pour la Coupe du monde des jeunes entrepreneurs qui va se dérouler en Arabie Saoudite prochainement. Eh bien, cette finale a eu lieu en présence du président de l'association des jeunes entrepreneurs, Mohamed Guiré, de la directrice de la jeunesse par intérim, Madame Mariam Youssouf, et des nombreux participants qui ont affilié et démontré leurs compétences par le biais de sessions de formation virtuelle. Avec le club des jeunes entrepreneurs qui était intitulé sur l'entrepreneuriat, des projets d'entrepreneuriat à Djibouti. C'était un concours qui a été dédié parce qu'en novembre 2019, il y aura un grand concours mondial qui va se passer en Arabie Saoudite. Et on a fait un concours national pour faire ressortir les 3 meilleurs. Et il y aura un finaliste qui va participer au concours mondial qui va se dérouler en Arabie Saoudite. Et ce matin, nous sommes réunis ici avec le comité des jurys pour sélectionner le finaliste, bien sûr, pour cette compétition. Et tout au long de... Et cette compétition, c'était une des compétitions qui a été organisée par le Club des jeunes entrepreneurs en partenariat avec le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et également le ministère du Commerce. Et c'est une compétition qui était très importante. Nous avons gagné pas mal d'expériences riches et tout au long de l'organisation de cette compétition. C'est une compétition bien réussie et il y a eu pas mal de défis, des challenges bien sûr à relever,
Mais, alhamdoulilah, pour ce matin... Écoutons également à cet effet le président de l'association des jeunes entrepreneurs, M. Mohamed Guiré. Pour organiser la première compétition de Djibouti Entrepreneur Awards, qui est en fait les qualifications pour la première édition de la Coupe du Monde de l'entrepreneuriat, qui va se dérouler, Inch'Allah, au mois de novembre à Riyad. Donc, en partenariat avec le secrétaire d'État et de la jeunesse et du sport, avec le ministère du Commerce, la Chambre de commerce, le ministère des Finances et le club de jeunes entrepreneurs ont initié cette première compétition à l'échelle nationale. Dès le départ, on a eu 16 candidats, 12 ont envoyé leur formulaire. On a sélectionné 12 et puis on va primer 3 personnes qui vont être primées au niveau national, mais qui vont représenter la République de Djibouti au mois de novembre à Riyad. Donc cette initiative, c'est vraiment une initiative, une première à Djibouti, et nous souhaitons renouveler chaque année pour que le business plan, tout ce qui est business et affaires, devienne une compétition et un sport national. Et nous souhaitons à toute la jeunesse djiboutienne de oser, de créer des entreprises en participant à des compétitions, à tout type de compétitions, pour montrer que c'est le meilleur sport que nous on peut espérer lorsque surtout on est demandeur d'emploi. Et vraiment c'est une bonne initiative de considérer le business, les affaires comme Cadre du renforcement des capacités des établissements scolaires de réfugiés installés en République de Djibouti, une délégation du MENFOB conduite par le secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO, également conseiller technique du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, se sont rendus dans la localité de Ali Adé jeudi pour remettre aux responsables des établissements scolaires des camps de Ali Adé, de Holhol et de Bok des équipements informatiques destinés aux directions de ces établissements. Ces équipements informatiques remis sont composés de 4 ordinateurs de bureau, 2 ordinateurs portables, 2 sacs pour PC, 4 imprimantes, 20 souris, 4 tables pour ordinateurs et des fournitures de bureau. Ce renforcement des équipements des directions de ces établissements est rendu possible grâce à l'appui de l'UNESCO, organisme très attentif aux problématiques des populations réfugiées et plus largement répond à la question de l'éducation. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande, c'est dans la région de l'unité que la brigade de la douane de Dikil, en collaboration avec les éléments de la gendarmerie de Dikil, ont intercepté hier dans la matinée à l'arrière-rentrée de Dikil une quantité importante de khat en provenance d'Éthiopie. Ces lots de khat composés de 20 sacs de colis de 40 kilos chacun, soit plus de 800 kilos, et transportés par des coureurs. Ces opérations effectuées sous l'autorité du responsable de la brigade de douane de Dikil, M. Moussa Omar Moussa, et des chefs de la gendarmerie de Dikil. Ces derniers ont aussitôt procédé à la destruction de ces khat par le feu, comme vous le voyez d'ailleurs sur ces images. Le directeur général de la douane et des droits indirects, M. Gouled Ahmed, a adressé ses vives félicitations à l'ensemble des éléments de la douane et de la gendarmerie de Dikil pour leur collaboration à la lutte contre la contrebande. Et à l'instar des CDC des régions et ceux de la capitale, ainsi que l'esplanade du complexe du roi Fahd, la jeunesse djiboutienne a vibré au rythme de la CAN 2019 en Égypte. Eh bien, les 2 derniers quarts de finale ont retenu en haleine les amoureux du ballon rond, et notamment la population du grand quartier de Jebel, qui ont bénéficié de nouveaux matériels de projection du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Et aux nouvelles du monde, notamment en France, avec le 14 juillet, le président Emmanuel Macron a ouvert ce dimanche les festivités de ce 14 juillet en descendant les Champs-Élysées à bord d'un commandant-car, avec le début du traditionnel défilé militaire placé cette année sous le signe de la coopération militaire européenne. Des sifflets émanant des gilets jaunes ont été entendus sur le passage du chef de l'État. C'est donc le 3e défilé depuis son élection en mai 2017.
Après avoir entamé la revue de troupes sur la célèbre avenue parisienne aux côtés de son chef d'état-major, le président rejoint la tribune présidentielle place de la Concorde où l'attendaient plusieurs dirigeants européens dont Angela Merkel ainsi que son épouse Brigitte Macron et des membres du gouvernement. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.